va commencer. Bonsoir, bonsoir toutes et tous et très bonne année à vous tous. Merci d'être venus. Une fois de plus, une journée pas évidente pour se déplacer à Paris. Donc, je suis ravie d'abord parce que notre invitée qui est venue de Vienne, elle a réussi, elle a pris son avion, elle a atterri à Paris, elle a pu venir jusqu'à ici. Et merci d'être venue. Avec vos moyens, je ne sais pas, à vélo, à pied. Bon, en tout cas, c'est formidable que vous soyez là. Donc, bienvenue pour ce nouveau cycle de notre séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme qui porte, comme vous avez peut-être vu dans le programme, qui porte donc un nouveau sous-titre, Conséquences, mémoire et traces de la spoliation. Pour ceux qui sont venus l'année dernière, la première année, l'idée c'était donc en fait montrer plutôt à l'échelle internationale ce qui se fait en recherche de provenance dans les différents pays. On continue dans cet esprit, mais avec une sorte d'agrandissement en fait du panorama de la réflexion. Et vous avez surtout vu que le comité scientifique s'est agrandi, donc je ne suis plus toute seule. Je suis ravie puisque David Zivi nous a rejoint, et également Daniel Cohn qui vont vous parler juste rapidement par la suite. Donc oui, avant que je vous présente donc les deux intervenants qui représentent en quelque sorte l'Autriche ce soir, je passe la parole à David qui va vous en dire plus sur ce nouveau cycle. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc aussi en quelques mots très brièvement, je voulais vous dire que je représente aujourd'hui le ministère de la Culture et la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 qui a été créée en 2019. Et donc l'idée de cette deuxième année de séminaire, de cycle de conférences, c'est après une série de cas d'exposition de travaux de recherche de provenance dans différents pays qui nous ont fait voyager dans toute l'Europe et aux États-Unis. Nous voulions un petit peu élargir le champ de la réflexion, toujours en nous intéressant à des études de cas précis et à des pays. Aujourd'hui, avec l'Autriche et notamment Pia Schellenberger ou dans 2 mois avec la galerie Cassirer. Mais nous voulions aussi nous poser des questions et partager ces questions avec vous. Des questions qui ont trait au sens de ces recherches, au sens aussi des restitutions, qui en sont l'un des buts fondamentaux. Des questions qui ont trait à la mémoire, celle des familles, celle des victimes, et puis aussi celle des objets. Aux intermittences de la mémoire et à la découverte ou à la réapparition du souvenir également. On le dit souvent, ces recherches, ces questions sont une affaire de traces et la découverte de ces traces a des conséquences sur les familles et c'est ce que nous verrons aussi notamment le mois prochain avec Daniel Cohn et Viviane Dreyfus qui a reçu une œuvre volée à son père il y a quelques années. Nous voulions aussi voir comment le musée peut s'interroger sur le passé, sur son passé, et puis sur la présentation des collections et comment il peut envisager la restitution. Nous voulions nous poser des questions de droit, des questions juridiques sur les ventes forcées, les ventes contraintes, et puis aussi sur les effets de la spoliation et puis les effets des législations parfois anciennes sur la propriété actuelle, sur les propriétaires eux-mêmes parfois d'œuvres spoliées il y a 75 ans. Et presque pour terminer, on voudrait aussi, le programme va se prolonger au-delà du mois de mai. Vous avez reçu le programme là, janvier-mai, mais il y aura des séances en juin et à l'automne, jusqu'en décembre. Nous voulions peut-être nous demander finalement pourquoi nous faisons tout cela, pourquoi vous êtes ici, peut-être pourquoi nous travaillons, et beaucoup de gens ici travaillent sur ces questions, sur ces œuvres d'art, alors que on peut aussi se dire que l'essentiel de la spoliation est ailleurs et que la majeure partie des victimes n'avaient pas d'œuvres d'art. Donc que représentent les œuvres d'art et de quoi sont-elles porteuses? Nous essaierons peut-être d'aborder cette question. Et d'ailleurs, nous ne parlerons pas que des œuvres d'art, nous parlerons aussi d'autres biens culturels et des livres et des bibliothèques notamment qui nous intéressent aussi pour certains d'entre nous ici dans la salle. Et puis, on le verra dès aujourd'hui aussi, nous voulions nous intéresser à d'autres approches que la recherche de provenance, à la création artistique, à l'inspiration d'artistes ou d'écrivains qui
qui travaillent sur ces questions aujourd'hui, qui créent et écrivent en s'inscrivant dans cette histoire et dans cette mémoire. Et Arnaud Giesinger est l'un d'entre eux et il nous en parlera aujourd'hui. Donc voilà, d'autres questions en cohérence et dans la prolongation de ce qui a été fait l'an dernier, et on espère vous voir nombreux et plus nombreux dans des journées aussi qui sera plus facile de se déplacer. Moi, je vais rien dire du tout, si ce n'est remercier Inès Rothermund-Reinhardt et David Zivit de m'avoir associé à ça. Bon, je suis philosophe et je m'occupe d'esthétique et de philosophie de l'art, donc je vais avoir un point de vue un peu latéral, mais comme j'ai pas mal travaillé et par rapport à des œuvres d'artistes et par rapport à des textes sur ce qu'il en est de la mémoire, de la trace et de ce que ça veut dire que se retrouver confronté à un passé où quelque chose surgit dont on ne connaît rien et qui revient, c'est-à-dire qui en fait vient. Ce séminaire m'intéresse beaucoup. Je pense que je vais plutôt apprendre que vous dire des choses, mais je suis très très contente d'être ici et de pouvoir participer à la série de ces séances. Oui, donc merci beaucoup. Alors je profite de ce petit moment pour vous présenter donc nos deux intervenants d'aujourd'hui. Donc ce sera d'abord Pia Schoenberger qui prendra la parole. Pia Schoenberger est historienne de formation. Elle a fait des études à la fois de philologie allemande et d'histoire à l'université de Vienne. Sa thèse de doctorat portait sur l'histoire du camp Wöllersdorf en Autriche. Outre la première présentation complète et détaillée du camp, de ses prisonniers et de la vie quotidienne, l'étude offre également de nouvelles perspectives sur le système politique en Autriche de 1933 à 1938. Donc voilà, elle est déjà spécialisée sur ces années-là. Et elle a donc beaucoup travaillé sur des questions de spoliation, politique motivée, pas seulement les spoliations juives. Elle a enseigné à l'université. Et actuellement, elle est, depuis, ça j'ai oublié de vous demander, depuis quand ? Depuis février, donc tout récemment, elle est la directrice administrative de la commission de recherche de provenance à la chancellerie fédérale à Vienne, en Autriche. Donc en fait, Pia Schoenberger va nous donner plutôt une sorte de panorama de la politique de recherche de provenance et de cette commission et surtout gouvernementale en Autriche. Et ensuite, on donnera la parole à Arnaud Giesinger, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, puisque c'est un Parisien de longue date, même s'il est né en Autriche. Arnaud Giesinger est diplômé d'École nationale supérieure de la photographie d'Arles. Auparavant, il a accompli des études entre 1982 et 1988, des études d'histoire et de philologie allemande à l'université d'Innsbruck. Et il est maître de conférence à l'université de Paris 8, donc dans le domaine de la photographie. Donc, à la fois, donc, ce qui nous intéresse ici, c'est aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, ce que David vient d'annoncer, c'était justement élargir le champ et de laisser aussi la parole à des artistes, donc notamment comme Arnaud Giesinger, donc en tant que photographe, historien et spécialiste de la littérature allemande. Il a beaucoup travaillé sur les relations entre mémoire, histoire et représentation visuelle dans une perspective européenne. Plusieurs de ses travaux portaient sur l'exil, la guerre, la spoliation ou la Shoah et tentaient d'élargir la notion de pratiques dites documentaires. Donc, en quelque sorte, la pratique d'Arnaud Giesinger met à l'épreuve la représentation du passé et interroge le statut des images photographiques. Et donc, aujourd'hui, il va nous présenter un projet qu'il avait déjà exposé il y a une vingtaine d'années, une première fois en Autriche, qui ensuite, par la suite, a été également montré à Paris, au Centre Pompidou. Et donc, voilà, nous sommes ravis de vous recevoir en tant qu'intervenant. Et on vous passe la parole, Pia, s'il vous plaît, pour commencer cette intervention, cette soirée. Merci. Ça marche ? Ah oui, je voulais quand même dire un grand merci à Pia Schoenberger qui a fait l'effort de présenter son discours, sa présentation en français. Donc un grand merci spécialement pour cet effort linguistique, parce que bien sûr, sa langue maternelle était l'allemand. Merci. Merci beaucoup. En fait, c'est la première fois que je parle publiquement en français. Alors,
Veuillez me pardonner pour mon français, s'il vous plaît. Alors, un grand merci à Madame la professeure Otermond-Renard qui me fait l'honneur de cette invitation et qui me permet de participer à ce séminaire important et de représenter la Commission pour la recherche de provenance de la République d'Autriche. Merci aussi à Monsieur Sivi d'avoir initié cela. Nous nous connaissons en tant que collègues, si vous permettez, qui représentons nos deux pays au sein du Network of European Restitution Committees. Je vois le séminaire d'aujourd'hui également comme une occasion d'agir dans le sens du réseau, dont la présidence est autrichienne depuis le début de cette année, et donc, pour ainsi dire, entre mes mains. Je me réjouis donc à bien des égards d'être parmi vous. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la République d'Autriche a vécu des décennies de grands changements, traitant les crimes du régime national-socialiste à différents niveaux. Et cela peut être raconté en parcourant l'histoire de la confiscation, de la spoliation et de la restitution des œuvres d'art. Mais d'abord, quelques faits généraux, et veuillez me pardonner si tout cela vous est déjà connu. La date clé autrichienne est le 12 et aussi le 13 mars 1938, le soi-disant Anschluss de l'Autriche à l'Allemagne nazie. Même s'il s'agissait d'une invasion de la Wehrmacht allemande, il n'était pas nécessaire d'utiliser du matériel de guerre, car du côté de l'Autriche, il n'y avait pas de résistance. Avec la proclamation de Adolf Hitler, qui était de l'origine autrichienne, avec sa proclamation de l'entrée de sa patrie dans le Reich allemand, sur le Heldenplatz à Vienne, l'Autriche a arrêté d'exister. Immédiatement après, les violences contre la population juive ont commencé. Et ce d'abord avec la fermeture des organisations juives et peu à peu le rejet des juifs de la vie sociale jusqu'à leur spoliation, leur expulsion et leur assassinat. La communauté juive de Vienne, jusque-là une des plus grandes d'Europe, a été quasi totalement détruite par les national-socialistes. Jusqu'en mai 1939, environ 130 000 personnes considérées comme juifs ont quitté le pays. Ils se sont retrouvés pratiquement sans ressources à cause des taxes discriminatoires, des arianisations, des confiscations, des spoliations ou aussi des ventes pour financer la fuite. Ceux qui n'arrivaient pas à fuir ont été déportés dans les camps de concentration et d'extermination. Plus que 65 000 juifs autrichiens ont été assassinés. Seulement 10 000 ont survécu les camps. Mais à la différence de l'Allemagne, qui a bien entendu été rendue responsable pour cette rupture civilisationnelle, comme l'a formulé si précisément le historien Dan Diener, l'Autriche a choisi un autre mode d'interprétation de son implication dans les crimes contre l'humanité. L'Autriche officielle, d'après-guerre, s'est référée à la déclaration de Moscou de 1943, qui a déclaré l'Autriche comme étant une des premières victimes de Adolf Hitler. L'accord complémentaire constatant une co-responsabilité a été pourtant toujours dissimulé. Il disait, citation, « Il est également rappelé à l'Autriche qu'elle a la responsabilité d'avoir participé à la guerre aux côtés de l'Allemagne hitlérienne, à laquelle elle ne peut échapper. » Fin de citation. Alors, oublions cet accord complémentaire, la soi-disant thèse de la victime est née, qui a dominé le climat politique jusqu'à la fin des années 80. Mais quand même, on a finalement abouti au total à 7 lois de restitution promulguées entre 1946 et 1949. Elles n'ont pris en compte qu'une partie des biens spoliés et la restitution n'a pas été effectuée de manière complète.
On a aussi restitué un nombre d'œuvres d'art, mais souvent le service de la protection des monuments a seulement donné l'autorisation d'export de ces objets restitués si les propriétaires qui étaient vivants au pays d'exil encore, si ces propriétaires auraient donné ou offert quelques parties de ces collections restituées à un musée autrichien. En même temps, la prétendue dénazification a été déclarée achevée après seulement quelques années. Et les criminels de guerre, même s'ils avaient été poursuivis, ont commencé à être amnistiés. Ce n'est qu'en 1986 qu'un changement significatif a eu lieu en Autriche, lorsque le passé nazi du candidat à la présidentielle Kurt Waldheim a été révélé et fait l'objet de violentes discussions. À la suite de ce changement de paradigme, c'est le chancelier autrichien Franz Vranitzky qui, en 1991, en tant que premier représentant officiel de l'Autriche, a reconnu la co-responsabilité des Autrichiens et qui a demandé pardon aux victimes des coupables autrichiens au nom de la République d'Autriche. Dans les années 90, partant de l'Autriche, la question comment traiter l'art spolié par les nazis est devenue un sujet discuté dans le monde entier, qui devrait avoir des conséquences considérables jusqu'à ce jour, comme vous savez. Le prélude à cela a eu lieu à New York, mais avec un lien fort avec Vienne. En 1997, le musée Léopold a exposé des œuvres de Egon Schiele au MoMA à New York. Lorsque l'exposition a pris fin, le procureur du département de New York, Robert M. Morgenthau, a assigné le portrait de Wally, que vous voyez là, ensemble avec une autre peinture, La Cité morte 3, aussi de Egon Schiele. Il a assigné ces deux peintures, revendiquant l'idée qu'elles étaient illégalement acquises pendant le national-socialisme. Et en fait, Portrait de Wally appartenait à l'origine au marchand d'art juif Lea Bondiarai, qui avait été forcé de fuir de Vienne en 1939. En 1994, Wally faisait partie des plus de 5000 œuvres de la collection d'art de Rudolf Leopold, le collectionneur viennois et aussi ophtalmologue. Alors, faisait partie de ces œuvres achetées pour 500 millions de dollars par le gouvernement autrichien et utilisées pour créer le musée Léopold, très connu. La saisie de Wally a conduit à une discussion mondiale sur la provenance des œuvres d'art, en particulier dans les musées d'État autrichiens, et sur leur propriété légitime. Les autorités autrichiennes se sont vues soumises à d'énormes pressions. C'est pourquoi le ministre compétent a créé la Commission pour la recherche de provenance au début de 1998. Les membres de cette nouvelle commission ont été nommés pour examiner systématiquement les inventaires des musées fédéraux autrichiens en vue d'établir si la République d'Autriche avait un titre légal sur les objets. Le 3 décembre 1998, la Conference on Holocaust Era Assets a eu lieu à Washington, D.C., où les principes de Washington sur l'art spolié ont été signés par 44 États qui se sont engagés à identifier l'art qui avait été confisqué par les nazis et à prendre des mesures pour parvenir à des solutions justes et équitables. Fair and Just Solutions. Il y a quelques exemples des principes qui en somme 11 principes. En même temps, le 4 décembre 1998, la loi fédérale autrichienne sur la restitution des œuvres d'art des musées et des collections fédérales a été promulguée afin de permettre la restitution des œuvres spoliées
ou illégalement acquises sous le régime nazi. Le 9 décembre, le Conseil consultatif indépendant s'est réuni pour la première fois pour statuer sur la restitution ou la non-restitution sur la base des travaux des membres de la Commission. Alors, depuis 1998, plus de 90 sessions ont eu lieu et sur la base des résolutions du Conseil consultatif, il a été recommandé que plus de 15 800 objets soient restitués par la République d'Autriche, notamment des peintures, des dessins, des estampes, des sculptures, des objets d'art appliqués, des objets folkloriques, scientifiques et techniques, monnaies et médailles. En plus de ça, 52 000 livres, photos, autographes, manuscrits, cartes et partitions de musique devraient être rendus à leurs propriétaires légitimes. Alors, je voudrais dire que rétrospectivement, avec à peu près 360 recommandations, la loi autrichienne s'est avérée être l'outil le plus systématique et le plus efficace pour mettre en œuvre les principes de Washington, même si cette loi n'est pas promulguée à cause de cette conférence de Washington, mais au même temps. Toutes les décisions sont publiées sur le site web de la Commission pour la recherche de provenance et le Parlement autrichien est informé des activités de la Commission dans un rapport annuel sur les restitutions. La Commission est mise en œuvre par la loi qui définit ses responsabilités. Outre le bureau de la chancellerie fédérale, elle se compose de chercheurs de provenance dans toutes les 8 collections fédérales qui se trouvent à Vienne. Les chercheurs enquêtent systématiquement sur toutes les acquisitions de 1933 à nos jours. Des indications fournies par les victimes ou leurs familles font bien entendu l'objet d'un suivi, bien qu'elles ne soient pas une condition préalable aux enquêtes. Et ça est une caractéristique essentielle de la Commission, que les familles ne sont pas obligées de faire une demande, mais que nous faisons des recherches sur tous les inventaires de nos musées, proactivement et systématiquement. Après une résolution du Conseil conservatif, c'est nous qui cherchons les héritiers. Le Conseil consultatif examine les dossiers soumis par les membres de la Commission pour savoir si les circonstances pour une restitution sont accomplies conformément à la loi. Le Conseil est composé de 7 membres votants. Ils ont des représentants des ministères de la Culture, des Finances, de l'Économie, de la Justice et de la Défense et un expert, chacun en histoire et histoire de l'art. Et le Conseil se réunit 3 à 4 fois par an. Ces décisions sont de facto des recommandations au ministre de la Culture responsable qui a toujours donné suite. Alors que les décisions du Conseil consultatif sont publiées sur le site Internet de la Commission, les dossiers rédigés par les chercheurs et chercheuses de provenance de la Commission sont confidentiels. La Commission cherche cependant à gagner en visibilité et en attention pour ces recherches, en particulier en ce qui concerne les nouvelles connaissances sur les collections publiques et privées pendant et après la période nazie, sur les systèmes de la spoliation et sur les victimes et leurs biographies. Raconter ces histoires est important à propos des traces. La Commission publie régulièrement des livres sur son travail, soit des anthologies composées de différentes études des cas, soit des volumes qui ont un objectif spécifique, par exemple le sauvetage d'œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale, soit sur un cas en particulier, comme le célèbre art de la peinture de Jan Vermeer, qui avait été acquis par Adolf Hitler de la collection austro-tchécoslovaque Czernin et qui est maintenant au Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Il s'agit d'un des plus complexes et connus cas de la Commission et dont le Conseil a décidé de ne pas restituer. Le volume le plus récent revient sur les 20 années de mise en vigueur de la loi sur la restitution des œuvres d'art. Dans le cadre de ces publications, la Commission a récemment lancé une initiative numérique sous la forme d'une encyclopédie de recherche de provenance en ligne. Il consiste en un recueil d'articles sur les personnages historiques, les institutions et les galeries d'art qui ont été examinés par la Commission au cours de 20 dernières années. Je peux vous montrer un petit exemple. C'est Moritz Grünebaum, c'est un article que j'ai écrit. Moritz Grünebaum, il a fait des études en droit, mais il n'a jamais travaillé comme juriste, mais comme bibliothécaire parce qu'il est vraiment bibliophile. Il a collectionné des livres, des estampes et des dessins. Et c'est la seule image que j'ai trouvée de lui. Et Moritz Grünebaum, il était possible de déchiffrer le tampon que vous voyez dans ce slide à droite, à gauche là. Et ce tampon on a trouvé dans quelques estampes et aussi des dessins du musée de Albertina à Vienne, de l'Académie des Beaux-Arts à Vienne et aussi au musée de la Cité de Vienne. Et ensemble, on a restitué, le Conseil consultatif a décidé de restituer plus de 2000 estampes et dessins de M. Grünebaum qui a été assassiné au camp de concentration de Theresienstadt. C'était un cas il y a deux ans, je pense. Et aussi, afin de collecter la documentation au dos des peintures et des graphiques, la base de données des caractéristiques de provenance a été aussi créée en 2011 et constamment mise à jour. 20 ans après la promulgation de la loi sur la restitution des œuvres d'art, la recherche de la provenance est plus ou moins reconnue en Autriche et dans les musées autrichiens aussi. Le musée technique de Vienne lui a rendu un hommage particulier. Le débat public sur la recherche de provenance a toujours été dominé par la restitution d'œuvres d'art précieuses, telles que les peintures et les dessins. Il néglige généralement le fait que les nazis ont principalement volé des objets du quotidien à se persécuter pour des motifs raciaux et aussi politiques. Alors, postes de radio, appareils photo, meubles, vélos, instruments de musique, linge des maisons, véhicules à moteur et motos. En 2015, l'exposition Inventaire numéro 1938 a été inaugurée directement dans le musée. Il s'agit de la première exposition permanente du genre sur le sujet de la recherche de provenance par un musée dans un pays germanophone. Et elle documente l'arianisation des objets du quotidien à partir de 1938. Aussi, le chercheur de provenance de la commission qui a travaillé au musée technique, il a développé une base de données des véhicules spoliés par les nazis. Enfin, je voudrais vous présenter les deux cas sur lesquels le Conseil consultatif a statué lors de sa dernière réunion en octobre 2019. Chacun étant une recommandation de restitution adressée au ministre fédéral. Tout d'abord, je voudrais vous montrer l'intérieur d'un livre qui porte un tampon sur lequel se trouve la suite du caractère Doris G. Klang, qui, grâce aux recherches de notre rechercheuse de provenance, peut être lu comme un génitif de la possession en latin du titre académique docteur. Alors c'est de la possession de Monsieur Dr. G. Klang. Il s'est avéré que le tampon et donc le livre peut être attribué à un Dr. James Klang, décédé à Vienne
en 1911 qui, selon son testament, a légué sa grande bibliothèque à l'un de ses fils, Heinrich Klang. Le nom de Heinrich Klang est familier à tous les juristes d'Autriche. Après tout, il est l'auteur du commentaire du Code civil général et donc l'un des juristes les plus importants du XXe siècle. Déclaré juif, Heinrich Klang a perdu sa licence d'enseignement à l'Université de Vienne en 1938. En conséquence, il a vendu ses biens, y compris les livres hérités de son père, pour préparer son évasion. Mais l'histoire en décidera toutefois autrement. En 1940, il fut déporté dans le ghetto nazi du Theresienstadt, Therésine, où il travailla comme président du prétendu tribunal du ghetto. L'année de sa déportation, 1940, le musée d'histoire naturelle à Vienne a acquis 2 de ses livres, comme un grand nombre d'autres bibliothèques en Autriche et aussi en Allemagne, qui, sur la base de nos recherches, peuvent désormais également attribuer le tampon à Monsieur Klang. Heinrich Klang a survécu à la guerre et a confirmé plus tard que la vente de sa bibliothèque a été la perte la plus douloureuse parmi ses biens. Le musée d'histoire naturelle a également été touché par le deuxième cas de cette réunion du conseil consultatif. Nos chercheurs de provenance ont trouvé 4 fossiles qui avaient été vendus au musée par une certaine Irma Bondi en juin 1938. Là, vous pouvez voir l'étiquette sur un de ces fossiles. Là, on peut lire Irma Bondi, le nom d'Irma Bondi, et aussi le nom de Fritz Illner. Alors, comme l'ont montré les recherches, les fossiles appartenaient à son beau-frère, le beau-frère de Irma Bondi, qui s'appelait Fritz Illner, qui séjournait à Nice au moment de la vente. Irma a vendu les fossiles au musée pour un petit prix avant de s'enfuir à Nice avec les filles de Fritz Illner. Bien qu'ils aient réussi le voyage jusqu'en France, les nazis les ont de nouveau rattrapés et Irma Bondi, avec Fritz Illner et sa femme Anna, ont été déportés à Auschwitz-Birkenau via Drancy et ont été assassinés. Les 2 filles qui avaient survécu en France à l'aide de faux documents ne sont jamais remises de leur perte. L'une d'elles a passé la majeure partie de sa vie restante dans des établissements psychiatriques en Israël. Alors, avec la décision du ministre de suivre la recommandation du Conseil consultatif de restituer ces objets, nous commençons maintenant la recherche fastidieuse des héritiers légitimes de Heinrich Klang et Fritz Illner. Aucune injustice ne pourra être réparée avec la restitution. Mais les 2 familles ont récupéré l'histoire jusque-là oubliée, ainsi que l'histoire de leurs objets auxquels elles se sont identifiées et qui les ont marqués. Ainsi se trouve, à côté des grandes et précieuses œuvres d'art, comme Adele Bloch-Bauer, qui après sa restitution est vendue pour 250 millions de dollars, ou aussi Wally, pour qui le musée Léopold a payé une indemnisation de 18 millions d'euros. Ainsi se trouve à côté de ces grandes peintures les petites pièces de moindre valeur marchande, comme les livres et même les fossiles au centre de notre travail. La recherche des histoires de chacun de ces objets recèle une grande potentiel, un attrait scientifique et une vive émotion. Même si le grand public préfère clairement les personnalités et la valeur monétaire, chacun a une place égale dans notre travail. Merci.
changement. Voilà, très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment pour cette invitation de parler ce soir d'un travail que j'ai en effet réalisé il y a 20 ans, comme disait Inès dans l'introduction, mais qui a jusqu'à aujourd'hui une sorte de vie qui continue, qui reste, et un travail qui aussi dans le parcours et de ma biographie d'artiste et de chercheur a une place assez spécifique. C'est un travail que j'ai fait effectivement en Autriche à une époque avant que j'étais en France. Et je vais essayer pendant une petite demi-heure de vous raconter l'histoire de ce travail qui s'appelle Invent-Arisiert et de vous raconter un petit peu la réception aussi de ce travail. Les images photographiques possèdent cette étonnante capacité à révéler la vie des objets et parfois même de témoigner de leur disparition. Donner à voir des photographies d'objets crée souvent une étrange polyphonie du temps. À l'histoire des objets et de leur destin, rendu visible par les différents marquages du temps et les traces d'usure, se rajoute une nouvelle temporalité, celle des images et de leur réception. Vienne, Autriche, 1998. C'était il y a 30 ans. En automne 1998, j'ai été contacté par le Mobilier national autrichien à Vienne. Cette prestigieuse institution, qui s'occupe depuis l'impératrice Marie-Thérèse du patrimoine mobile en Autriche, avait trouvé dans ses collections, m'expliquait la directrice à l'époque, un ensemble d'objets spoliés, volés à 8 familles juives viennoises après l'Anschluss de 1938. C'était 60 ans après les événements historiques, et il faut dire que le terme « trouver » ou « retrouver » était bien relatif, car l'institution avait méticuleusement gardé trace de tous les mouvements de ces objets personnels, intégrés de façon pseudo-légale dans la collection et prêtés, même après 1945, à des institutions étatiques comme des meubles typiquement autrichiens. En interne, sur les fiches d'inventaire, on les avait par ailleurs désignés comme Judenmöbel, meubles de juifs ou meubles juifs. En 1998, donc, dans un contexte spécifique que Pia vient d'expliquer, le Mobiliendepot souhaitait restituer ces objets aux héritiers des victimes et me commandait un travail photographique. Une sorte de carte blanche artistique dans un contexte politiquement très complexe. La spoliation, dans sa définition classique, est une action de déposséder quelqu'un par violence ou par ruse. Le mot vient du latin spolia, qui veut dire dépouille ou pièce de butin. Concernant la population juive, ou désignée en tant que telle, la spoliation peut être considérée comme une étape importante de la Shoah, discrimination juridique, harcèlement, dépossession, exil, déportation, assassinat, destruction sans trace. Un bref retour dans les années 1980. L'Autriche traversait, comme on l'a entendu tout à l'heure, à cette époque une querelle mémorielle et une crise politique sans précédent. Le retour douloureux d'une histoire refoulée, celle de l'implication dans les crimes de guerre et de la Shoah, faisait rage dans le pays de Sigmund Freud, lui-même forcé à quitter Vienne et mort dans son exil londonien en septembre 1939. Ces conflits mémoriels avaient commencé au milieu des années 80 avec l'élection de Kurt Waldheim et montraient encore leurs conséquences à la fin des années 90, début des années 2000. Je vous rappelle que l'Autriche, à ce moment-là,
un gouvernement en 99 entre la droite et l'extrême droite à partir du début de l'année 2000. Et quand on réalise ce travail avec le Mobilier en dépôt, c'est précisément juste dans cette première période de ces discussions, des négociations de coalition, etc. Donc c'est aussi un retour effectivement de cette période. Et pour l'Autriche, les années 80 marquaient la fin définitive, comme on l'a entendu tout à l'heure avec le chancelier Vranitzky, de la théorie du victime de l'Allemagne nazie, mais également et paradoxalement au même moment la résistible ascension de l'extrême droite sous un certain Jörg Haider, symptomatique précurseur lui aussi de la nouvelle xénophobie et de l'actuelle politique discriminatoire en Europe face aux exilés. Pendant cette période, la question des spoliations revenait sur la scène politique, cette fois-ci par rapport aux œuvres d'art. L'événement déclencheur était une dispute juridique dont on a entendu parler tout à l'heure autour de tableaux de Klimt, entre autres, et des autres que tu as cités, Pia. Il était donc question du patrimoine national, de beaucoup d'argent et surtout de la question cruciale à qui appartenaient les œuvres incorporées de façon douteuse dans les collections politiques. Pourtant, la valeur sentimentale d'un objet personnel n'a pas de prix et notre rapport aux objets transitionnels ne se mesure pas en argent. Bénédicte Savoy a montré à travers ses différentes recherches comment la question des translocations patrimoniales préoccupe toutes les civilisations au niveau politique et culturel, mais également au niveau émotionnel. Ce petit tableau, par exemple, que vous voyez ici sur cette photographie, n'avait pas une grande valeur pécuniaire, mais bien évidemment une grande valeur mémorielle pour les descendants de la famille Weiss, dépossédés par une institution étatique qui s'apprêtait à lui rendre l'objet après usage. Car ces meubles n'avaient été non seulement volés, mais, comme je disais tout à l'heure, aussi prêtés à des institutions officielles bien après 1945, comme par exemple la chaise que vous voyez ici sur cette photographie. Restituer des objets en 1998, au moment d'une importante transition juridique, Pia vient d'en parler, était donc pas une mince affaire pour le mobilier national, ni d'ailleurs pour les héritiers et les héritières des 8 familles concernées, contactées aux 4 coins du monde, 60 ans après les événements. Preuve d'un grand courage ou un ultime refoulement pour se débarrasser définitivement d'un héritage trop encombrant. Les avis même au sein de l'institution à l'époque étaient très partagés et accompagnaient mon projet comme une sorte d'épée de Damoclès. Cette chaise, par exemple, a été prêtée entre 1966 et 1978 à l'Institut d'histoire contemporaine de l'Université de Vienne. Encore aujourd'hui, quand je regarde cette image, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un chercheur ou une chercheuse aurait pu travailler sur la spoliation tout en étant assis ou assise sur son propre objet de recherche. Il s'agissait alors de photographier les objets personnels de 8 familles spoliées, objets qui se trouvaient encore dans la collection du Mobilier national, et c'est au moins ce que l'institution attendait de moi. Mais comment photographier ces objets et dans quel but? En y réfléchissant aujourd'hui, j'ai un léger soupçon. Le choix d'un artiste photographe n'était peut-être pas sans arrière-pensée. Quel meilleur moyen que la photographie pour montrer l'absence-présence d'un objet? Peut-être que l'image, ou plutôt l'objet photographique, sous forme de tirage, pourrait même se substituer aux objets qui quitteraient bientôt la collection du Mobilier national. C'est en travaillant sur les archives en collaboration avec l'historien Herbert Posch que j'ai compris les dimensions complexes, parfois même absurdes de cette collection. Prenons l'exemple de ce petit tapis rouge. L'inventaire nous apprend que ce quart de tapis a été créé par un découpage en 1949 en 4 morceaux d'un tapis plus grand. Très brièvement,
les faits de ces événements historiques et ce qui s'est passé en 1938. Il s'agit donc de 8 familles viennoises désignées comme étant juives. Avec la collaboration du Mobilier national, les spolieurs font un certain nombre de listes qui contiennent à peu près 5000 objets pour ces 8 familles, donc objets arianisés, issus de 8 appartements confisqués et réquisitionnés par la Gestapo à Vienne. Il s'agissait des familles Hugo Breitner, Victor Efrussi, Wilhelm Goldenberg, Moritz König, Oskar Höller, Hedwig Schwarz, Emil Stasny et Paul Weiss. 570 de ces objets sont rentrés dans les collections du Mobilier national. Environ 1000 objets déclarés sans valeur ont été donnés à des organisations nationales socialistes. 343 livres sont allés à la Bibliothèque nationale autrichienne. 179 tableaux et œuvres d'art vont à d'autres musées. Et en 1969 a lieu une vente aux enchères au Dorotheum de Vienne. Un certain nombre d'objets ont été détruits pendant la guerre ou ont disparu sans explication précise. Il fallait donc, pour aborder ces thématiques, une stratégie, quelque chose qui me permettait d'aborder cette problématique avec effectivement des recherches historiques qui ont été faites par Herbert Posch et qui a méticuleusement retracé, grâce aux archives de la collection, le destin de chaque objet. Donc on était en mesure de pouvoir raconter, si vous voulez, la vie et le destin de chaque objet dès sa spoliation jusqu'au moment où on a fait le travail. Il était évident pour moi, rapidement quand j'ai regardé les archives, que le travail devait porter aussi bien sur la spoliation des objets personnels que sur les mécanismes d'une bureaucratie anonyme et inhumaine. J'ai opté donc pour une forme photographique consciemment sobre, en photographiant les objets dans les réserves au sous-sol, devant un fond gris neutre, le gris des photographes, de la charte photographique qui était la base, et en désignant par leur nom d'inventaire les meubles manquants. Les objets photographiés ou simplement énoncés pour les objets disparus prenaient ainsi valeur de portrait de leur ancien propriétaire. Par exemple, ici, vous avez ce Ölgemälde auf Leinwand qui n'était plus dans la collection, donc il a été éradiqué de l'inventaire pour des raisons qui ne sont pas connues en 1954. Je vais peut-être revenir tout à l'heure un peu plus précisément sur la construction photographique du travail, si vous avez des questions par rapport à ça. Donc vous imaginez la cave de l'institution, un sol en asphalte qui garde toutes les traces de déplacement des meubles et des transports des meubles, et puis derrière tout simplement un mur peint en gris pour avoir ce fond neutre. Et le mot, qui est exactement le terme utilisé sur les listes par les spolieurs, Gemälde auf Leinwand, est tout simplement incrusté dans cette photographie. Et puis un troisième élément, je vous ai dit que sur tous les biens de ces 8 familles, il y a effectivement une partie qui a été donnée, entre guillemets, ici par exemple à la NS Volkswohlfahrt. Si vous regardez de près un peu cette liste, il s'agit effectivement de façon extrêmement méticuleuse de chaque petite cuillère, de chaque objet. Pia connaît évidemment ce travail sur des biens qui concernent effectivement tous les biens d'une famille. Donc il s'agit ici pas du tout d'un grand tableau avec beaucoup de valeur, mais il s'agit bien évidemment des objets très très personnels. Alors, une première vue d'exposition ou d'installation, la spécificité à l'époque de cette institution qui était à la fois courageuse mais un peu dépassée aussi par les événements. Je pense que le Mobilier Dépôt à la fois était d'avant-garde dans cet affrontement des mémoires et a fait un travail très très tôt. On est effectivement en 98, bien avant le Technisches Museum, même si ça n'a pas donné une installation fixe, mais c'était au moins une installation
éphémère, on va dire, au sein de l'institution même. Donc le courage était aussi non seulement de passer une commande à un artiste, mais aussi de montrer ce travail activement, le travail de recherche de l'historien, mais aussi le travail artistique dans l'institution même, qui était effectivement un moment très important pour nous tous. Vous voyez ici une vue de l'installation dans la salle d'exposition au Mobilier Dépôt. Je voulais absolument pas toucher au mur ou accrocher ces images au mur, donc j'ai fait construire un autre mur qui traverse cet espace et qui est recto verso et qui montre, comme vous le voyez, d'un système tabulaire, à la fois tous les biens de chaque famille, Victor Ephrussi, Wilhelm Goldenberg, etc., mais qui donne aussi une lecture beaucoup plus bureaucratique, puisqu'on peut aussi lire effectivement l'égalisation de tous ces objets-là, qui sont donc au même niveau. Donc, in fine, Inventarisiert devient une sorte d'installation murale constituée de 648 plaques photographiques assez petites, 20 sur 25 cm chacune, qui englobent une représentation de tous les biens de ces 8 familles concernées. Le titre Inventarisiert associe, vous l'avez compris, dans une sorte de néologisme, les deux verbes inventarisieren, inventorier, et arisieren, arianiser. L'arianisation étant évidemment cet euphémisme que nous connaissons pour le vol systématique des biens juifs. Alors cette lecture était très importante pour moi parce que justement, comme je disais tout à l'heure, l'histoire immédiate nous a rattrapé un petit peu. Donc il y avait à la fois la nouvelle législation, il y avait Washington fin 98, mais tout au long de l'année, quand on a travaillé sur le projet en 99-2000, il y avait aussi la politique contemporaine en Autriche et toutes ces négociations de coalition à l'époque. Donc il y avait une grande discussion autour de ce travail à Vienne avec énormément de public, mais aussi des retours, comme je disais, très très variés sur la position de l'institution, à la fois courageuse, mais en même temps aussi dans une certaine forme, on nous a reproché aussi de vouloir se débarrasser de ces objets-là. Donc la question de la restitution est très très complexe, nous le savons, et le séminaire ici, bien évidemment, travaille aussi sur ces questions-là. Mais bon, l'histoire aurait pu finir ici, en 2000. L'exposition a lieu en septembre 2000. Mais il y a une petite suite dont j'aimerais bien vous parler pendant 5-10 minutes pour une dernière partie. Parce que 15 ans plus tard, ce travail est montré à Paris, a donc une sorte de seconde vie. Je vous montre ici une photo de l'installation au Centre Pompidou. C'était une exposition dans un contexte géographique, politique et institutionnel très différent. C'était aussi 15 ans après la première exposition. On était à Paris et on était dans le cadre de l'édition 2014 du nouveau festival au Centre Pompidou. Le titre était assez emblématique, Ébloui par l'oubli, organisé par Bernard Blisten et Jean-Pierre Criqui. Et c'est là aussi que j'ai rencontré Didier Schulman et Mika Gergescu, avec qui on a eu le plaisir de travailler ensuite ensemble. Donc c'était pour moi un très beau moment de pouvoir montrer ce travail 15 ans après dans un contexte français. Lorsque j'ai demandé au Mobilier national autrichien de me prêter l'œuvre originale, pourtant j'ai eu une surprise, parce que j'ai d'abord essuyé un refus catégorique. Pourquoi à nouveau montrer ce travail, puisque les objets ont tous été restitués depuis, m'a-t-on répondu à Vienne. Après négociation, et afin d'éviter une seconde spoliation, comme disait alors Bernard Blisten, l'institution a fini par accepter le prêt des photographies. Mais à leur arrivée à Beaubourg, j'ai réalisé avec une certaine stupéfaction que le Mobilier national avait attribué à chacune de mes 648 photographies un numéro d'inventaire dans la parfaite continuité du système que celui appliqué aux objets spoliés à l'époque, MD, pour Mobilier Dépôt.
On peut effectivement se poser cette question si pour l'institution, après, les images photographiques étaient devenues une sorte de substitut ou de quelle forme de support. Donc il y avait une sorte de confusion dans ces discussions. Et si je vous raconte ça, c'est pas du tout évidemment pour dénoncer l'institution en tant que telle. Entre-temps, les responsables avaient changé aussi. Il y a peut-être aussi une perte de mémoire institutionnelle entre 2000 et 2014, mais je trouve que ça montre bien la question de cette ambivalence et de cette ambiguïté aussi dans ces questions. Alors, 2 réponses, si vous voulez, par rapport à cette nouvelle situation. Je me suis dit, c'est quand même intéressant pourquoi ce travail a une difficulté à être montré dans un autre contexte, un contexte artistique et un contexte français, 15 ans après l'Autriche. Alors, il y avait deux aspects qui m'ont particulièrement intéressé. Le premier, c'est la question de la langue et du langage. Vous l'avez vu, sur chaque objet manquant, il y a ce mot en allemand. Évidemment, j'ai pris les expressions sur les listes de langue allemande, mais c'était assez troublant. Certains de ces mots avaient une origine française, donc parfois on se retrouvait, puisque le vocabulaire du mobilier en général est très influencé par le français. Donc il y avait une sorte d'ambiguïté même déjà dans ces mots. Pour moi, il était évidemment important de proposer le langage des spolieurs, parce qu'on m'a posé la question si on ne pouvait pas traduire ou changer ces mots. Donc évidemment, j'ai dit non, c'est pas traduisible dans les photographies, mais on peut proposer quelque chose. Donc j'ai entamé un travail assez méticuleux. Donc j'ai traduit tout ce registre, tous ces registres-là en français, et avec 2 graphistes, on a réussi à mettre tous ces mots sur une affiche que vous voyez ici à droite sur cette image. Donc à droite de l'installation avec les photographies, il y a ce poster qu'on pouvait prendre, qu'on pouvait plier, et qui contenait avec une toute petite police effectivement tous les mots de ces registres de spoliation. Donc vous voyez ici un détail de cette affiche, et cette affiche m'a permis de réagir face à cette situation, puisque j'ai désigné là, en l'occurrence avec le même gris que j'avais utilisé pour mon mur de la prise de vue, tous ces objets-là qui ont été restitués entre-temps. Donc c'était ma réponse, mon clin d'œil à l'institution, parce que effectivement, paradoxalement, vous l'avez compris, une grande partie des objets ont été restitués, mais restés dans la collection, effectivement, cette commande photographique. Pour parler tout à l'heure peut-être de cette question de langue et de langage qui est aussi important pour un deuxième aspect de cette présentation à Beaubourg. On a fait avec l'écrivaine Annie Zadek une soirée de lecture, projection. Annie Zadek a écrit un magnifique texte qui s'appelle « Nécessaire et urgent ». C'est un texte, une sorte de monologue, un texte très radical qui propose 524 questions que les enfants n'osent pas poser aux parents, des interrogations qu'elle aurait voulu soumettre elle-même à sa propre famille, fuyant la Pologne en 1937, venant en France, sans jamais parvenir à le faire. Donc une idée à la fois anodine, mais qui, traitée ainsi par Annie Zadek, devient une sorte de longue liste éprouvante. Donc c'est un monologue qui n'en est pas un, parce que elle s'adresse effectivement à ses propres parents qui sont morts depuis, ou l'auteur en tout cas, et ces 524 questions sont une sorte de portrait effectivement de tout ce qu'on n'a pas pu savoir sur le destin des parents. Donc il y a aussi une version théâtrale avec 2 comédiens mis en scène par Hubert Collat,
d'abord pour Genève et ensuite pour le Théâtre de la Colline à Paris. Je connaissais Annie Zadek et puis elle est venue me chercher pour une collaboration et on trouvait qu'il y avait une résonance assez troublante entre ces objets-là que j'avais photographiés de ces familles viennoises, mais aussi de ce qu'elle a pu, elle, raconter, dont elle a pu se souvenir aussi de certains objets de sa propre famille de l'Europe centrale. Et donc on a fait un concept ensemble qui proposait un retour dans mes propres archives de prise de vue. Donc je suis allé voir dans mes archives argentiques mes diapositives sur lesquelles j'avais enregistré ces photographies en 99. Et puisque ce sont des diapositives, elles se prêtent aussi à la projection. Donc l'idée, c'était tout simplement de revenir aux sources de la prise de vue et d'utiliser ces diapositives sans les incrustations et sans le contexte autrichien comme un support de projection avec le texte de Annie. Vous l'avez vu tout à l'heure sur la photo. Elle va d'abord s'adresser à ces images qui sont projetées et qui se lient effectivement avec une autre histoire. Et à un moment, elle se retourne et s'adresse directement au public pour effectivement impliquer directement ce travail avec un public. Vous pouvez aussi sur le site du Centre Pompidou regarder et écouter cette projection. Moi, j'étais tout simplement l'opérateur de ces diapositives. On avait placé un projecteur comme avant dans une salle et puis j'ai tourné les images avec le petit bruit des diapositives. Donc c'était pour moi une deuxième façon de m'associer à un autre projet et d'élargir un petit peu ce travail. Et comme par hasard, j'ai été contacté hier par le Musée de la Résistance de Limoges qui me propose de montrer ce travail en 2022 à Limoges. Donc peut-être une autre aventure qui commence avec un travail qui a été fait il y a 20 ans mais qui a eu une seconde vie. Voilà, merci beaucoup. Ok, oui, merci beaucoup Pia, merci beaucoup Arnaud pour ces deux présentations extrêmement riches et très différentes et qui suscitent évidemment beaucoup de questions. Alors j'aimerais bien à la fois reculer et en même temps m'effacer un peu entre vous deux parce que j'aimerais bien qu'on essaye de créer peut-être un petit dialogue déjà entre vous deux et bien sûr aussi avec le public par la suite. Donc effectivement, deux présentations très riches à la fois du point de vue historique, un travail très actuel, politique et historique à la fois, et ce projet artistique qui effectivement, comme tu viens de nous montrer, une vie très longue et très, très complexe aussi. Je sais pas, alors j'ai plein de questions, je ne veux pas non plus monopoliser la parole. Peut-être une première question, quand tu as montré la photo de la première installation au Mobilier Dépôt, de tes photos, Arnaud, je me suis posé la question, qui était le public en fait? Puisque ce n'était pas un musée, est-ce qu'il y a un passage... des gens qu'est-ce qu'ils viennent faire là-bas? Quelle était la réaction en fait du public? Qui a vu cette première exposition? Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais le Mobilier Dépôt avait déjà à l'époque une partie muséale aussi. Donc c'est à la fois une collection, un prêt de meubles, mais c'est aussi plutôt récent, un musée qui donne cette possibilité d'exposer une partie de la collection. Il y a même ce qu'on appelle en allemand un Schaudépôt, donc certains meubles qui sont accessibles dans une sorte de dépôt ouvert. Mais bien évidemment, il se posait la question de cet espace d'exposition qui était un espace plutôt
plutôt banal, avec des fenêtres, avec quelques murs. Et comme je disais, pour moi, c'était important de ne pas directement accrocher sur ces murs-là et de proposer quelque chose qui ressemble plus à un monument, si on pense à Boltanski ou à d'autres. Et bien évidemment, il y avait un public fidèle, je dirais, au mobilier national, à toute la question de l'identité autrichienne à travers tout ce qui est bien mobilier, mais il y avait énormément de public extérieur, un autre type de public qui était intéressé par les questions politiques à l'époque, parce que comme je disais, il y avait une sorte de... Voilà, parfois même, je dirais, comment le dire... On ne peut plus imaginer aujourd'hui l'importance de cette question en Autriche, et parfois on a presque la nostalgie de cette importance. J'ai parlé récemment avec un ami historien des temps présents, et il nous a expliqué comment il y a 25 ans, les historiens avaient une importance dans le discours politique, dans le discours officiel. Et donc il y avait beaucoup de public qui venait pour d'autres motivations, qui ont peut-être vu pour la première fois le musée du mobilier national, mais il y avait aussi effectivement une partie du public, je dirais plutôt conservateur, entre guillemets, qui justement ne s'attendait pas du tout à ce traitement, et pour beaucoup c'était vraiment une question très dérangeante encore à l'époque. Il faut imaginer une période où c'est pas du tout donné de faire de la recherche de provenance. Donc c'est vraiment les débuts. Et comme je disais, l'institution, au sein de l'institution, il y avait comme dans le public effectivement une sorte d'effervescence autour de ces questions, d'autant plus que pour la première fois, on ne parlait pas des Klimt et des Schiele, c'était pas les grandes valeurs. Et puis c'était l'occasion, un peu un cadeau aussi, effectivement, de travailler sur des choses qui n'étaient pas en première ligne avec des millions de dollars et qui étaient plutôt, effectivement, et directement quelque chose qui concernait les personnes. D'accord. Alors justement, pour rester sur ton projet, une autre question qui m'est venue, c'est quelle était la réaction des familles, puisque tu as évoqué, effectivement, il fallait les retrouver partout, un petit peu dans les coins lointains du monde. Oui, quelle était la réaction? J'imagine qu'il y a certainement des réactions à la fois genre, très touchées et en même temps peut-être aussi de la révolte, de la colère. Ouais. Alors, moi, il faut dire que j'étais pas en première ligne. Il y avait quand même Ilse Bilbarta et Herbert Posch qui se sont chargés depuis l'institution aussi de contacter, à la fois d'un point de vue historien, de trouver déjà les descendants et les descendantes, mais aussi de les contacter. Mais effectivement, j'ai vécu cette période avec l'institution. Et les réactions, vous le savez bien, vous l'imaginez, étaient extrêmement différentes. Il faut vraiment là aussi s'imaginer la situation. Vous viviez, je ne sais pas, à Rio de Janeiro, et puis vous décrochez votre téléphone et il y a quelqu'un à l'autre bout qui dit « Je suis la directrice du mobilier national autrichien, nous avons trouvé la machine à écrire de votre grand-père et nous aimerions bien vous la restituer. » Voyez, donc évidemment, il faut littéralement s'imaginer cette situation-là, une époque où la restitution n'était pas du tout donnée. Donc c'était vraiment au début. Donc il y avait des réactions qui partaient d'un refus, on raccroche le téléphone, puis peut-être peut raconter d'autres histoires beaucoup mieux que moi, jusqu'à des personnes qui étaient extrêmement touchées d'avoir, je sais pas, une dernière chaise de leurs grands-parents. Donc c'était très très varié, comme toute cette question déclenche évidemment en nous, en fonction de chaque cas peut-être, c'est peut-être ça qu'il faut dire, c'est chaque cas est très différent, et donc il y avait des réactions très différentes par rapport à ça, et j'ai très vite compris que cet aspect-là faisait partie de mon travail, et la forme de sobriété dont je parlais tout à l'heure très brièvement, elle est aussi une réaction face à ça. Donc je ne voulais pas du tout charger, moi, de mon point de vue, ces images par une émotion, puisque je savais qu'il y avait beaucoup d'émotions de la part des personnes concernées. Donc mon rôle était un peu entre l'institution et les personnes directement concernées par ce retour de l'histoire totalement abrupt pour la plupart des cas. Et donc Pia, peut-être vous pouvez nous en parler des réactions des familles, puisque vous êtes confrontés à des processus de restitution régulièrement. Quelles sont vos expériences par rapport au processus de restitution et les réactions des familles concernées?
I'd like to answer in English. I was provenance researcher for 6 years in the Albertina Museum, and in our system, the provenance researchers they are not a lot in contact with the families, but because after our cases are closed, after we wrote our dossiers, another person starts searching for the heirs. So the only case when we are in contact with the families are if we think they are close enough, possibly, to the original owners as a family relationship, that they could have a family archive or letters at home in their basements or wherever, in order to get help from them to find the real, the correct provenance details. But what I learned about meeting families when there was a successful restitution was the fact that it was most emotional if the pieces that we restituted were not too valuable, they were not too expensive, so that the people could concentrate on the emotional and symbolic value of the pieces. But it's really hard to say a general statement, to give a general statement, because every case, in fact, as you said, Anno, is so individual and bears a lot of emotions. And as you said as well, when you're the historian, when you're the provenance researcher, you need to step back from the emotion. You need to find the facts, the historical facts, in order to give the advisory board the details needed for a correct decision, for a correct resolution. But when it comes to the restitution, when it comes to really giving back, but we're talking about a process which is lasting years. Firstly, it takes us years to find out the correct provenance details and facts. And in the second phase, it takes us another maybe 5, 6, 10, 12 years until everything is done, finding the heirs. So it is a very romantic thinking of we find something out and then we give something back. So it's really hard to prepare a speech on a topic like this, because when I say that there has been things restituted, then in fact I mean things have been recommended or decided to be restituted, you see? Because just afterwards we start with this year-long process of finding the right heirs, and we have to always keep in mind that people are dying while we are searching for them. So it's really a battle against time again, and it's already now we are in the year 2020, so it's getting harder and harder to find all the heirs. So yeah. Oui, je pense que c'est très intéressant ce que tu viens d'évoquer, parce que ça rappelle un petit peu le problème ou ce que tu as découvert 15 ans plus tard, c'est-à-dire c'est la même chose pour les chercheurs. On est parfois très proche des sources, on essaie de reconstituer une histoire, et à un moment donné, cette recherche vous est enlevée aussi par la suite, par les commissions ou par des anthologistes qui reprennent le travail. Donc c'est souvent très haché et parfois aussi une grande frustration pour les chercheurs. Je ne veux pas vous faire peur pour ceux qui veulent devenir chercheurs de provenance, mais c'est vrai qu'on est toujours en décalage entre aussi la complexité des sources et finalement parfois peu de choses qu'on peut rendre dans un rapport ou qui finalement sera gardé. Moi je pense aussi à la commission Gurlitt pour laquelle moi-même j'étais intervenue, où je pense qu'il y a une quantité de résultats, une quantité de connaissances qui ne sont pas du tout transmises. Parce qu'à un moment donné, il faut évidemment faire le tri, mais à un moment donné, il y a une toute petite partie qui finalement circule et qui va être transmise au public pour des raisons aussi qu'on connaît, à la fois juridiques, de protection de données, ou alors pour d'autres points de vue. Donc ça s'appelle un petit peu une sorte de dépossession aussi, finalement, il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe là entre ceux qui sont proches des sources et finalement ce qui sera vraiment montré et rendu au public. Mais peut-être, Anno, vous avez des questions entre vous et après on passera la parole au public.
Juste un petit rajout. Ce qui était important pour nous, et c'est peut-être un peu spécifique parce que c'était un travail un peu pionnier, toutes ces choses-là, la recherche, la décision de faire une exposition, de rendre les objets, d'engager un artiste, etc., ça s'est fait en très peu de temps finalement. Et les travaux ont continué après. Donc évidemment, on ne pouvait pas faire ça en 1 an et demi. Mais notre travail, mon travail spécifiquement, s'adressait bien évidemment aussi aux Autrichiens et aux persécuteurs et aux descendants des persécuteurs. Donc il y avait évidemment un volet très important de restitution, de possible restitution, mais tout d'abord, mon travail était adressé à un public beaucoup plus large, de sensibiliser à l'époque déjà à la problématique, qui était une nouvelle problématique, pas du tout connue, et surtout, moi je voyais là, avec ces 8 familles, dans une variété assez grande d'ailleurs, d'une famille riche à une famille assez pauvre, aussi de dresser le portrait de 8 familles viennoises dans toute leur splendeur et banalité, et de montrer à un public large de ce qui s'était passé, et surtout que, et c'est peut-être le point le plus important pour moi à l'époque, c'est de réaliser que la perception avait changé, parce que ce fichier a été continué, tout le monde savait que c'était les Judenmöbel, etc., et par les événements que Pia nous a décrits tout à l'heure, mais évidemment, il y a un changement mémoriel très important qui change le regard sur les choses. Donc les objets sont les mêmes, mais le regard change. Donc mon travail, il s'adresse tout d'abord, je veux dire, aux Autrichiens, aux Autrichiennes en général aussi, pour raconter une histoire qui n'était pas tellement connue à l'époque. Maybe it's a little bit optimistic to say that it changed. It depends on the sources where you find the traces of this change. For example, every decision that our advisory board is making is being published in newspapers. This is the case in every decision. And if you start reading the postings below the articles publishing the decisions of restitution, you may lose your optimism a little bit, because I find it quite interesting. I really do like this case of the fossils so much, because it's really, they have millions of them in the Natural History Museum. So it's really, it would not hurt anybody, not even the people collecting these fossils in the museum, you see. But it didn't matter. People were crying like, this belongs to us, this belongs to our museum, how can you dare give something back? So, but you know, who is speaking? This is also the question, because it's anonymously spoken, so, or written. So it's really hard to see if there has changed really something. But I would say, if it does a little bit, then it made sense, and it was a good thing. Believing in touching people by telling these stories. But I think the only stories, the stories that could touch or that could be moving mostly are the stories that you are telling. Yeah, I would think so. I would think so. Yeah. I would have one general question for you just about Austria, because I'm always confronted with that question here living in France. I'm living in France in 15 years now, and there is a kind of paradox concerning Austria. How would you judge, and how would you see the situation in Austria? I think you explained it very well, that there was a kind of avant-garde, you know, contemporary to the Washington decisions of 1998, and the legislation is perhaps better than in other countries, and even the situation is better than in other countries. So there is a kind of gap between the perception of Austria as a country and the work which is done since years. So could you tell us, or our public, a little bit, what about the situation in the last years? You mean the situation of our field of research? Yes, the field of research, about fundings, about possibilities of work, about, you know, you just talked about it a little bit. Yeah, I think the situation for Austrian provenance researchers is
really very good in comparison to, for example, German or other researchers from other countries. Because, but it's an easier situation in Austria. It's a very small country. We do have 8 federal museums. All of these museums are in Vienna, and so yeah. The situation may be not as complex as in other countries, but we've done a lot of work, yeah? Because I told you before, it's more than 60,000 pieces to be restituted. So a lot of work has been done, and it was possible to do it, and it was possible to carry it out because of this law, because the Republic of Austria decided for passing this art restitution law. And it's not because of the soft law like the Washington Principles, it's because of the law that had been passed exactly at the same time. So I think the situation could be always better, of course, but it's I think it's good for the researchers. Every federal museum has at least one researcher for provenance one provenance researcher, and I have to point out that these researchers are working in the museums, but they're working independently there. So they are paid by the federal chancellery. At the moment, it's a chancellery, but we have a new government now, so it depends on where we are, where the cultural ministry is going to have another ministry. But the government is paying these provenance researchers, so they can work independently. They are not curators in the museums. They don't have to do provenance research like 10% of the whole working time, and don't have. So they can really concentrate on doing provenance research. So I think this is quite special in Austria, and having been a provenance researcher myself, I enjoyed this very much because it's a kind of luxury to work independently from the museum, and at the same time being able to use the archive of the museum, the inventories, and you also need to establish a good relationship with the colleagues of your museum, because you need the restoration department, for example, because I did research on design, on drawings, so I cannot go there and tell anybody, show me the backside of the picture. You need someone from the restoration department who opens them for you, you know, with the little instruments and different knives and so on. They have really got other stuff to do because they have to prepare exhibitions all the time. So this is quite wonderful because you need every one of the colleagues of the museum to be able to carry out your work properly. But if you have a good support at your back from the chancellery in our case, and also if the museum is in good will, then it helps a lot. Oui, effectivement, je pense que ça c'est un aspect très intéressant que vous avez évoqué, puisque du coup ce ne sont pas les conservateurs formés et dans le musée. Voilà. C'est-à-dire il y a aussi une indépendance peut-être par rapport à des sentiments, j'en sais rien, de propriété, donc il y a vraiment une personne de l'extérieur, si j'ai bien compris, qui est financée donc par le gouvernement, mais qui est indépendant par rapport à la collection et à la maison du musée. Je pense qu'on pourrait encore continuer très longtemps, mais je vois passer le temps, donc profitant de ce moment pour passer la parole au public. Est-ce que vous avez des questions à nos deux intervenants de ce soir? Grand silence, non? David peut-être, ou Daniel, non? Vous avez peut-être des questions? Je ne sais pas si ça m'a... Oui. Non, j'étais intéressé par ce que vous disiez, Arnaud, sur quand l'exposition est venue en France et que vous avez récupéré les photographies qui étaient elles-mêmes devenues une sorte de collection inventoriée, et parce que les objets avaient été restitués en totalité ou en grande partie. Et souvent on se pose un peu la question, et on en parlera peut-être dans d'autres séances, sur l'après-restitution dans un musée, et quand l'œuvre est partie. Donc on a évidemment des photographies, on a des archives, on a des fichiers, mais voilà, il y avait des
des objets, des œuvres, là c'était des objets du quotidien, ils faisaient partie de la collection en quelque sorte, en tout cas d'un inventaire, et ils sont restitués, ce qui est normal, et quelle est leur mémoire. Et là, vous avez une nouvelle collection à partir de l'image de ces objets-là. Et donc c'était plus une remarque ou une interrogation, ou pour faire le lien avec d'autres séances peut-être, mais voilà, si on pouvait creuser autour de cette question qui était assez, je sais pas, une sorte de mise en abîme, de vertige assez, assez intéressant. Elle est passionnante cette question, et je l'ai racontée un peu sur le mode anecdote, parce qu'effectivement, quand j'ai retourné, j'avais une sorte de flashback comme ça, 15 ans après, retourner les dos des photographies, mais bien évidemment, c'est tout à fait conçu en tant que tel, que c'était clairement dit entre l'institution et moi que les images rentrent dans la collection, et que d'une certaine façon, le travail matérialisé à un moment donné de cette recherche, et que proposait surtout une façon de traiter autrement, ou en plus éventuellement ces questions, de ne pas simplement les traiter sous forme de restitution, mais comme je disais, s'adresser aussi à un public plus large, mais aussi faire réfléchir autrement à toutes ces questions-là. Et bien évidemment, je sais aussi qu'il y a souvent un deuil des institutions à faire par rapport aux œuvres qui sortent de la collection. Là, en l'occurrence, c'était plus des objets personnels, donc c'était un peu moins la question. Mais ce qui m'a perturbé dans la réaction de Vienne, c'était plutôt la phrase pourquoi vous voulez exposer encore ce travail puisque les objets ont été restitués. Donc c'est comme si effectivement le travail avait été fait et que mon travail n'avait plus de sens après. Or, pour moi, il avait encore du sens. D'où, effectivement, cette réaction aussi de faire les traductions, de marquer en gris les objets restitués pour aussi rendre, par un geste minime, hein, mais par un petit geste aussi, cette question de temporalité, de faire un retour sur la vie des objets, aussi finalement montrer aussi la situation de l'institution, du mobilier aussi. Donc, c'est des questions sur lesquelles j'ai pas forcément un jugement de valeur, mais c'est des questions qui m'intéressent au plus haut point parce que je trouve que ça touche à énormément de choses, de notre rapport aux objets, évidemment, pas que pour les victimes, mais aussi de ce destin de ces objets-là. Et comme je disais en introduction, ce qui, moi, en tant que photographe, m'intéresse plus particulièrement, c'est cette ambiguïté de la trace photographique qui remobilise une sorte de mémoire d'un objet et qui montre à la fois la présence et l'absence de l'objet. Donc c'est déjà inhérent à un objet photographié en tant que tel, et c'est un peu porté à son comble par la photographie d'espace vide. Hein. Donc j'ai précisément choisi effectivement cette idée d'un espace vide qui est un espace de projection où le mot énonce l'objet. Donc cette question de registre, l'appellation, les listes, etc. Ont joué un très très grand rôle. Et bien évidemment, c'est aussi une réflexion sur ce que fait la bureaucratie et la collection avec le privé. Quelle est cette frontière entre le public, le privé, et qu'est-ce qu'on fait en tant qu'individu aussi quand on est concerné par ces questions-là. D'autres questions? Non. Il est tard. Bon, écoutez, il est 20h02, on a dépassé 2 minutes. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention, pour votre intérêt. Et on se retrouve ici à la même heure, le 6 février, avec donc une discussion entre nos deux intervenants, Daniel Cohn, donc philosophe que vous avez rencontré tout à l'heure, et Viviane Dreyfus, la fille de Maurice René Dreyfus, qui a donc reçu un dessin de gars qui a été restitué par le ministère de la Culture il y a quelques années. Et donc c'est toute la question qui nous intéresse là, c'est comment vivre ce moment de restitution d'un objet à la fois si précieux et si chargé d'histoire. Merci beaucoup, et en février, donc on se retrouve. Merci.